Bienvenue dans le débat consacré à la déclaration de politique générale de François Bayrou à l'Assemblée nationale. Premier test pour le Premier ministre face à une Assemblée toujours divisée. L'injonction que le pays nous assigne, c'est de retrouver la stabilité, a affirmé François Bayrou. Parmi les sujets d'inquiétude, le surendettement de notre pays, a-t-il ajouté. Et elle est une épée de Damoclès. François Bayrou veut remettre la réforme des retraites en chantier. Il veut repenser les budgets, dit-il, et il défend la proportionnelle. Alors on va revenir sur ses propositions pour la France. Quelles sont les réactions politiques? Son gouvernement va-t-il tenir? On en débat avec mes invités. Sylvain Bourmont est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, directeur du quotidien en ligne au AOC Média, également producteur et animateur de l'émission La Suite dans les idées, et c'est sur France Culture. Bienvenue à vous. En face de vous, Virginie Leguet, journaliste politique. Bonsoir. Bonsoir. Virginie, bienvenue. Damien Lecomte est avec nous ce soir. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bienvenue à vous également. Et puis Anna Navarro-Pedro est avec nous ce soir. Bonsoir, correspondante à Paris de la presse portugaise. On va écouter d'abord François Bayrou. C'était au début de son discours de politique générale et je vous fais réagir. Nous avons à faire face à 3 échéances. La première, c'est l'urgence. Il faut nous ressaisir pour adopter sans tarder les 2 budgets de l'État et de la sécurité sociale. Cette précarité budgétaire, nous la payons tous au prix fort, entreprises, investisseurs, familles, contribuables, emprunteurs. Deuxième défi, mettre en place les conditions de la stabilité qui imposent de se réconcilier, ce dont le pays a tant besoin et que ses citoyens ne cessent de réclamer. Et troisième défi de plus long terme, notre pays doit refonder son action publique, ce qui exige que nous nous attaquions sans tarder à tous les problèmes devant nous et non à certains à l'exclusion des autres. Et Virginie Leguet, l'avez-vous trouvé convaincant ? Je l'ai trouvé un peu décevant par rapport à tout ce qu'on nous avait raconté sur la préparation minutieuse de François Bayrou, qui se serait attelé à son discours depuis la première minute où il est arrivé à Matignon, qu'il aurait écrit tout seul. Alors selon une méthode bien particulière, on écrit un temps, on laisse reposer 3 jours, puis on recommence. Ça sentait un peu justement le discours un peu, je trouve, pas très bien structuré, comme s'il y avait eu des morceaux rajoutés, des morceaux enlevés. Lui-même d'ailleurs s'y est perdu un moment et a Il a perdu un peu ses oui, notes, argué du fait qu'il était néophyte, ce qui n'est pas vrai du tout. Il est élu depuis 40 ans, il a parlé devant de très nombreuses assemblées, alors peut-être jamais en tant que Premier ministre, parce qu'il n'a jamais été Premier ministre avant cette fois-ci, mais enfin, c'est pas un néophyte, François Bayrou. Donc c'était un peu décevant sur la forme, surtout qu'il est agrégé de lettres. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... littéraire. Entraînant, non, mais oui, entraînant, convaincant. Il incarnait pas vraiment la fonction, il s'exprimait presque de l'extérieur. Sur le fond... il a fait un état des lieux assez vaste en disant que tout le monde était responsable de l'état de la dette, tous les pays, tous les gouvernements. Bon, et il a fait une proposition sur les retraites qui pour l'instant ne satisfait pas les socialistes, si je résume l'affaire. Mais je pense qu'il n'est pas au bout de son chemin avec les socialistes et qu'eux-mêmes, pour avoir voté une première fois la censure, ne sont pas tout à fait prêts à voter une seconde fois. On va revenir donc à ces discussions avec les socialistes. Sylvain Bourmont, est-ce qu'il vous a convaincu ? Non, mais je rejoins ce qui vient d'être dit sur les roulements de tambour auxquels on a eu droit. C'est le discours de sa vie. Ça fait 40 ans qu'il le prépare. On sait que François Bayrou a beaucoup d'ambition pour la France et pour lui-même. Il y avait de l'humour. Depuis longtemps. Mais enfin, franchement, tout ça pour ça, on aurait pu espérer qu'à l'ancienneté, il produise quelque chose d'un petit peu plus consistant. Il faut se rappeler les couacs juste après sa nomination. Enfin, franchement, c'est pas quelqu'un qui donne le sentiment d'avoir cette expérience politique dont on nous rebat les oreilles depuis sa nomination. Et là encore, il n'est pas vraiment à la hauteur de sa réputation. Anna Navarro-Pedro, vous le défendez, vous, un peu ? J'allais dire une chose, c'est pas lui qui a dit quand même qu'il allait faire le discours du siècle, c'est la presse française qui l'a dit, grosso modo. Il a laissé dire, je pense. C'est son entourage. Voilà. Son entourage et la presse française qui l'a repris. Donc, dans ce sens, non, c'était pas un discours enlevé. Il y avait un peu d'humour. On ne s'est pas trop ennuyé quand même. Il y a eu des discours plus ennuyeux à l'Assemblée nationale, plus difficiles à suivre. Puis j'ai retenu un élément intéressant par rapport à la loi sur les retraites. C'est pour la première fois, j'ai entendu en France un effort pédagogique, dire combien ça coûte et pourquoi. Parce que même pendant on va en reparler, mais même pendant le débat de la loi de la réforme des retraites,
on était dans un flou total. On n'arrivait pas à comprendre s'il y avait de l'argent, s'il n'y avait pas de l'argent, s'il y avait un fonds, s'il n'y en avait pas un fonds. Donc là, pour une fois, il a dit ça va être carré, on va le savoir, on attend. Votre avis? Alors, je partage assez les remarques sur les défauts du discours. Après, bon, à sa décharge, c'est vrai aussi que François Bayrou, malgré sa longue expérience, ça fait assez longtemps qu'il n'a pas parlé à la tribune de l'Assemblée nationale. Finalement, il a fait un très bref passage au gouvernement d'1 mois en 2017, mais enfin, ça fait longtemps qu'il n'était plus dans cet hémicycle. Après, moi, sur le fond, ce qui m'intéressait dans ce discours, c'était de voir dans quelle mesure le gouvernement Bayrou allait changer par rapport à la formule Barnier, alors que dans sa composition, c'était la reconduction du socle commun de Michel Barnier. La question, c'était de savoir est-ce que, pour ne pas dépendre du Rassemblement national comme le précédent gouvernement, il allait davantage réussir à s'élargir sur sa gauche. Et de ce point de vue-là, les premiers signes ne sont pas très encourageants. Donc c'est cela qui sera intéressant de voir. Alors c'est justement sur la réforme des retraites qu'il y a ces négociations avec la gauche qui ont duré plusieurs jours. Lui parle donc dans ce discours non pas du tout d'ailleurs de suspension, mais d'une renégociation, d'une consultation d'ailleurs également de la Cour des comptes. Il veut remettre la réforme des retraites en chantier. On l'écoute. Les organisations syndicales ont affirmé qu'il existait des voies de progrès et qu'on pouvait obtenir le même résultat par une réforme plus juste. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes. Je souhaite que cet accord soit trouvé, mais si les partenaires ne s'accordaient pas, c'est la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer. Bon, on a vu les réactions Virginie Leguet. Bon, là, c'est le pari un peu de François Bayrou. Est-ce que effectivement le Parti socialiste va le suivre ou pas? C'est toutes les discussions. Lui, c'était un conclave de 3 mois. C'est ça qu'il veut mettre en place avec une sorte de conseil côté Cour des comptes. Effectivement, il a sorti les formules de maths sur la réforme des retraites. Est-ce que ça va marcher? 3 mois après la mission flash qu'il va demander à la Cour des comptes sur l'état du système des retraites. Je pense que c'est à peu près ça. Et après, 3 mois, à charge pour les partenaires sociaux de s'entendre. Et s'ils ne s'entendent pas, la réforme restera ce qu'elle est. D'ailleurs, elle reste qu'elle est, puisqu'elle n'est ni suspendue, ni abrogée, ni différée, ni rien du tout. Donc pour l'instant, elle s'applique. Oui, mais alors, là où le bas blesse, c'est que parmi les partenaires sociaux, il y en a qui veulent bien changer l'âge et d'autres qui ne veulent pas le changer. Donc, est-ce qu'ils arriveront à un accord? Rien n'est moins sûr. Et donc, on voit bien la prudence du Parti socialiste qui dit, nous, ça, là, vraiment, on nous roule dans la farine. Je rappelle que le Parti socialiste, au départ, avait demandé l'abrogation de la réforme. Après, ils ont demandé la suspension. Aujourd'hui, ils ont, et je reprends la formule exacte, on va remettre le sujet en chantier, ce qui est pour le moins vague et flou, et qui, moi, ne me paraît pas de très bon augure pour eux. Mais cette avancée minuscule par rapport à ce qui était demandé va se mesurer avec la volonté, que je pense pas si grande que ça, des socialistes, de voter une seconde fois la censure. On les sent extrêmement réservés à l'idée de reproduire ce qu'ils ont déjà fait une première fois. Je pense que quand ils sont rentrés dans leur circonscription ou sur le terrain, pour ceux qui ont des fonctions locales, ils se sont fait accueillir de bonne façon par les Français qui leur ont dit « maintenant ça suffit, vous n'allez pas continuer comme ça, vous avez eu des expériences au pouvoir pendant des années, vous savez ce que c'est que le pouvoir c'est aussi négocier et passer des compromis. Il faut avancer, on a besoin d'un budget, on a besoin de stabilité. Les Français sont quand même vent debout contre cette classe politique qui n'en finit pas d'avoir des lignes rouges, des exigences, de se rouler par terre, de refuser des choses, d'en accepter d'autres, pour finalement n'arriver à rien. Et donc ça va être la timide avancée de François Bayrou face à la volonté forte, du PS, moyenne ou petite du PS de revoter la censure. Vous êtes d'accord, Sylvain Bourmont, justement, sur cette gauche du Parti socialiste? Pour l'instant, on a écouté Boris Vallaud, donc à l'Assemblée, qui, lui, disait que le PS acceptait de nouvelles discussions, mais qu'il refusait toute possibilité de retour à la loi antérieure. Or, c'est un peu la condition. Si on ne trouve pas au bout de 3 mois, eh bien, ça sera un retour à la loi antérieure. Donc, c'est encore un peu pas tout à fait clair. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse de Virginie. C'est très bien. Je ne suis pas du tout d'accord parce que... mais je ne crois pas du tout que les électeurs du Parti socialiste aient demandé à leurs députés d'être raisonnables, entre guillemets. Je pense que les députés socialistes ont voulu montrer qu'ils étaient des gens sensés et donc prêts à négocier, à voir s'ils pouvaient faire bouger les choses pour, dans le sens des politiques qu'ils portent, tout en n'étant pas
au gouvernement, rappelons-le quand même. Mais pourquoi le ferait-il? Parce qu'ils font mais simplement exploser par sens, le NFP dans ce cas. Hein, non, ce que pas dit d'ailleurs forcément Mélenchon. par sens des responsabilités. Au contraire, moi je pense qu'ils nourrissent le NFP, ce jeu, se montrer responsable, qui n'empêche pas, in fine, de voter la censure, ce qui ne manquera pas, à mon avis, de se produire, mais pas cette fois-ci. C'est-à-dire que de la même façon, Barnier n'a pas été censuré la première fois. Non. Et de la même façon, Bayrou ne sera pas censuré la première fois. D'abord, le RN ne votera pas la censure cette fois-ci, mais il est probable que ça intervienne une autre fois, puisque on est dans une même situation de blocage. Je voulais juste revenir sur la socialiste sur la question, pas 3 mois. sur la question des retraites. C'est très important parce qu'en fait, la question n'est pas le débat technique. Et j'entends que Bayrou ait fait des efforts de pédagogie, mais en fait, c'est pas ça la question. La question, c'est de reconnaître qu'il y avait là un symbole extrêmement fort, et le Parti socialiste attendait le mot suspension, parce que prononcer le mot suspension, c'était pour le bloc central reconnaître une chose que ce bloc central n'a toujours pas reconnue, à commencer par Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'ils avaient perdu les élections législatives des mois de juin et juillet dernier. Et le mot suspension, alors pourquoi ça voulait dire utiliser ça. ce mot-là? Mais parce qu'il ne peut pas, il est coincé par la droite, il est coincé par les Républicains. Donc, en fait, Bayrou est complètement ce centre coincé. dont vous parlez va jusqu'à LR, doit inclure LR. Donc mais ça, absolument, c'est le Parlement est coupé en trois. Il n'y aura de solution à cette situation qu'avec un nouveau vote. Or, ce nouveau vote ne peut pas intervenir avant l'été prochain. Et rien ne dit que ce nouveau vote ne donne pas des effets très semblables. Alors ça, c'est pas sûr. Le nouveau vote peut aussi donner des effets, peut donner une majorité de gauche. Je vous rappelle quand même que le NFP était pas très loin de cette majorité, alors que personne était assez loin de la majorité, même relative. Mais personne n'imaginait possible que la gauche gagne. Oui, mais de là à dire qu'il n'est pas très loin, non, il est très loin. Une élection dans laquelle on dit pendant la campagne que c'est une des possibilités, comme la victoire du RN est une autre possibilité, ça change la donne considérablement. En tous les cas, la gauche se présenterait en bien meilleur état et en bien meilleur ordre dans des élections législatives que si jamais il y avait une présidentielle anticipée. Oui. Alors, mais sur ces négociations, Anna Navarro, justement, le Parti socialiste qui a mis le NFP à terre, hein, ça c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Donc en fait, il sent tout de même que... mais c'est du Mélenchon c'est classique. du Mélenchon. Mais bon, le Parti socialiste il va peut-être négocier, peut-être donc pas de motion de censure a priori votée cette fois. Pour le moment, ce sont les Insoumis qui vont la proposer, cette motion de censure. Le RN ne va pas la voter, le PS dont on attend de voir. Donc il pourra en tout cas avoir quelques jours. Les écologistes vont la voter. Les écologistes et les communistes vont la voter. Et les communistes aussi. Ils sont quand même déjà 3 groupes à vouloir la voter. En fait, c'est ce qu'on dit en portugais, c'est compter les fusils pour chaque camp. C'est avant une bataille. C'est ce qui est en train de se passer. Évidemment, aucune censure n'a de chance, pratiquement aucune censure n'a de chance de passer en France actuellement sans le Rassemblement national. On fait comme s'il n'existait pas et le Parti socialiste était le clou de toute cette affaire. C'est un petit parti qui a perdu son contact avec, comme beaucoup de gauche européenne a perdu, et même l'américaine, a perdu le contact avec ses électeurs, avec ses racines, avec sa base, avec ce qui faisait son attraction, son pouvoir d'attraction auprès des électeurs. Et qui est là dans un dilemme, parce que d'un côté, ils ne sont pas, du côté du cœur, ils ne sont pas foncièrement dans l'excès de la France insoumise qui est imposée au sein du nouveau Front populaire, et de l'autre côté, ils ont besoin de cette gauche pour les prochaines élections. Donc il y a un calcul à tenir là-dedans, entre responsabilité et politique et responsabilité électorale qui n'est pas facile à faire, on le reconnaît. Mais bon, ils ne sont pas extrêmement importants dans la configuration actuelle. À l'étranger, on ne s'en inquiète pas énormément de ce que va faire le Parti socialiste, pas pour l'instant. Oui, mais pour nous, pour la France en l'occurrence, c'est important parce qu'avec une majorité aussi réduite, avec ce tripartisme à l'Assemblée, le gouvernement... Si le Parti socialiste se décroche du NFP, mais il n'y a pas de censure. Ils ne sont pas coupés du peuple. Ils dirigent toutes les grandes villes de ce pays. Le Parti socialiste, bien sûr. Presque toutes. Mais un mot, Damien. Je pense que la démarche qui était celle des socialistes et aussi des écologistes et des communistes d'accepter les discussions et les négociations avec le gouvernement Bayrou pouvait avoir 2 finalités. Ça pouvait être
soit au mieux d'obtenir effectivement concrètement des réorientations, des concessions substantielles, ou à défaut de pouvoir faire porter la responsabilité au gouvernement et au bloc centriste du blocage. Et c'est vrai qu'un point de blocage important, je pense, depuis le début de la législature, c'est effectivement le refus d'Emmanuel Macron et de sa coalition de faire de vrais pas vers la gauche. C'est-à-dire que, alors même que le nouveau Front populaire est arrivé en tête du Front républicain, qui a été la force motrice du Front républicain qui a empêché le Rassemblement national d'emporter, eh bien, on a vu que Emmanuel Macron refusait absolument tout gouvernement qui pouvait remettre en cause substantiellement la politique qu'il avait menée. Parce qu'il y a LR aussi de l'autre côté, c'est ça. Oui, mais s'il y avait, on pouvait imaginer un gouvernement 47 députés, mais nécessaire. Toléré. Oui, mais s'il y avait, à l'époque où le NFP proposait un gouvernement minoritaire conduit par exemple par Lucie Questet, avec d'ailleurs la France Insoumise. Là, vous revenez à, oui, mais, effectivement, oui, c'est important d'y revenir parce qu'en plus, la France Insoumise était prête à ne pas participer à ce gouvernement. Oui. Et donc, si le centre avait été prêt à tolérer ce gouvernement et à négocier avec lui, ce qui était la position, voilà, exactement, ce qui était la position symétrique, en fait. Exactement, ce qui était la position de Lucie Questet, c'était de dire, moi, si je suis Premier ministre, je négocierai avec le centre. Ce sera Front populaire au gouvernement et Front républicain à l'Assemblée. Eh bien, ça, il y a eu toujours ce refus du centre de faire des concessions substantielles auprès de la gauche pour pouvoir attirer au moins les socialistes près de lui. En tout cas, François Bayrou a voulu mettre un petit peu tous les partis au pied du mur lorsqu'il a parlé de la dette. On l'écoute. La France, dans son histoire, n'a jamais été aussi endettée qu'elle l'est aujourd'hui. Cette dette est une épée de Damoclès au-dessus de notre pays et de notre modèle social. Et ceci est d'autant plus grave que nous avons basculé dans un monde nouveau et dangereux. Nous sommes passés du monde de la force de la loi au monde de la loi de la force. Et Virginie Le Gallois, c'est intéressant parce qu'il a mis tous les partis devant au pied du mur, parce qu'à chaque fois, chacun était responsable d'une augmentation de la dette, y compris Emmanuel Macron d'ailleurs. Il a rappelé, il est revenu. Là, c'était très chiffré. Il est revenu à François Mitterrand, il a rappelé que la dette avait augmenté de temps pendant ces deux septennats. Après Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, il a d'ailleurs précisé que les 1000 milliards de dettes supplémentaires depuis 2017 étaient dus en large partie à cause des retraites. Donc il a essayé de mettre un peu tout le monde devant ses responsabilités. C'est très sympathique, c'est très bien, c'est très vrai d'ailleurs. Et il a ajouté que les partis d'opposition, eux, n'avaient cessé de demander des choses qui auraient coûté encore plus cher et qui donc n'auraient fait qu'alourdir la dette. Donc finalement, tout le monde est un peu responsable de cette situation. C'est parfaitement vrai. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et une fois qu'on a dit ça, surtout François Bayrou qui avait mis le problème de la dette dans dans une de ses campagnes présidentielles, quasiment le premier d'ailleurs à le faire, on ne l'a pas beaucoup entendu ces dernières années. Alors là, il surgit tout d'un coup à l'Assemblée nationale depuis son poste de Premier ministre pour nous dire ça, mais depuis 7 ans, on ne l'a franchement pas beaucoup entendu s'indigner de l'état de la dette. Alors là, il s'indigne, il met tout le monde et il veut essayer de rendre tout le monde responsable et probablement de prendre les Français à témoin. Dire qu'il y a une contrainte budgétaire. Oui, d'accord. Il le dit. Mais on dépense. Et donc, tous les partis ont trop dépensé, grosso modo. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? À la fois, je vous passe la parole, Sylvain. À la fois, il fait cet historique. Et qui est parfaitement exact, il n'a pas tort. Oui. Mais le problème, c'est qu'il n'en tire aucune espèce de conséquence. Quant aux éléments qu'il donne sur le budget à venir, en fait, il fait quelques compromis avec la gauche. Il fait quelques concessions. Déjà, ils ont révisé le taux de croissance à 0,9% par rapport au budget précédent. Et il parle d'un objectif de déficit public de 5,4% du PIB pour 2025. Donc, c'est revu à la hausse puisqu'on était plutôt 5% avec Michel Barnier. Oui, et puis il fait quelques concessions à la gauche en revenant sur des coupes budgétaires qui étaient prévues par le budget Barnier. Mais en revanche, il n'y a rien sur les recettes supplémentaires. Et il n'y a rien en particulier s'agissant de la fiscalité des très riches, qui était une autre manière de s'adresser, de se tourner vers la gauche, qui le demande très très fermement. Il n'y a pas l'once d'un début de réponse à ces demandes de la gauche sur la fiscalité des très riches. Donc, lui, la dette... il s'en occupe pas vraiment, François Bayrou, dans le budget à venir, en fait. Donc il y a quelque chose de complètement paradoxal dans le fait de dire, et de surdramatiser d'ailleurs cette question de la dette d'un côté, et de l'autre de n'apporter aucune espèce de... Est-ce qu'il surdramatise, très honnêtement Il y a un certain nombre d'économistes qui pensent, même des banquiers d'affaires comme Mathieu Pigasse, qui pensent qu'il surdramatise la question de la dette, oui.
sur justement cette Je vous question. rappellerai que les situations ne sont pas comparables, mais l'Angleterre en ce moment, les experts commencent à dire qu'il y a une dette comparable à celle de la France. Elle progresse beaucoup plus vite en Angleterre ou aux États-Unis. Et des fondamentaux, aux États-Unis, c'est pas comparable, mais les fondamentaux anglais sont peut-être moins bons que les fondamentaux français, économiques français, mais on commence à parler en Angleterre du besoin d'une intervention du Fonds monétaire international pour un prêt du Fonds monétaire international qui sera toujours conditionné à une politique économique très stricte. En particulier parce qu'elle n'est pas dans la zone euro. Donc on ne sait pas. Et effectivement, François Bayrou a bien mis l'accent sur le problème de la dette, qui semble être un peu minoré en France par oui, alors les oui, c'est acteurs intéressant politiques. parce que c'est une européenne non française qui le dit. Oui, les partenaires européens regardent tout de même cette question de la dette en France. Oui, bien sûr qu'on regarde. Et du taux ça d'intérêt qui semble augmente. toujours être un peu négligé et un peu, disons, bon, nous sommes un pays riche, nous sommes un grand pays européen, on pourra toujours faire face. Mais il y a un moment où on ne peut plus faire face parce que si, pour l'instant, la France reste attractive sur les marchés internationaux pour les emprunts. Quand elle lance un emprunt, elle est à AA+, plus, moins, ça dépend des agences de notation. S'il y a une agence de notation qui descend la note de la France à un A simple, vous n'aurez plus personne qui va acheter enfin, il n'y aura plus beaucoup de monde qui va acheter vos bons vos AOT, anciennement les bons du Trésor. Et donc là, vous aurez un énorme problème. N'oubliez pas que le Portugal, quand on a sombré et qu'on a eu besoin d'une aide, une intervention du Fonds monétaire international et de l'Europe, c'est uniquement, exclusivement parce que les agences de notation ont baissé notre note. Après, il y avait, pour nous, comme il y en aura en France, des débats. Est-ce que c'était nécessaire, est-ce que c'était pas nécessaire, est-ce que c'était un peu exagéré ou pas, etc. Mais si ça vous arrive, vous serez dans une situation extrêmement difficile et je pense qu'il y a peu de monde en France qui s'en rend compte parce que vous êtes un grand pays, parce que vous êtes puissant. Encore, vous vous en fichez, vous en fichez un peu. Damien Lecomte. Je partage assez l'analyse de Sylvain Bromot sur le fait que, alors c'est vrai que François Bayrou, depuis très longtemps, il avait fait, vous l'avez dit, de la dette son identité politique. Éric Lombard, son ministre, est encore en discussion, c'est-à-dire justement peut-être sur la flat tax. C'est effectivement le paradoxe de ne pas du tout en profiter pour faire des concessions plus larges à la gauche sur la mise à contribution des plus grandes fortunes. C'est intéressant de se rappeler que c'était aussi un sujet qu'avait mis sur la table Michel Barnier dès sa nomination, le fait que les comptes publics étaient... Mais Éric Lombard le met sur la table. Oui, il le met sur la table, mais c'est vrai que pour l'instant, François Bayrou donne des signes assez légers, et c'est ça qui est frappant, parce qu'encore une fois, je réinsiste là-dessus, si François Bayrou veut changer par rapport à la formule Barnier qui dépendait beaucoup du RN, il a besoin d'attirer à lui au moins les socialistes, voire les écologistes et les communistes éventuellement, mais il ne peut le faire qu'en leur donnant des concessions substantielles, c'est-à-dire que jusqu'à présent... remarquable. Et jusqu'à présent, oui, parce que jusqu'à présent, ce que les macronistes n'ont eu à dire aux socialistes pour essayer de leur dire détachez-vous de la France insoumise, détachez-vous de Mélenchon, c'était uniquement de leur dire soyez responsables, soyez un parti de gouvernement. Mais les socialistes n'ont pas intérêt à devenir des auxiliaires d'Emmanuel Macron et de François Bayrou. Ils ont besoin de pouvoir se tourner vers leurs électeurs en disant voilà, on a pu obtenir ceci, on a pu arracher des compromis importants. Sinon, ça n'a pas grand intérêt pour eux. N'oublions pas que ce sont les macronistes qui ont empêché Michel Barnier d'aller dans le sens de ces impôts des très riches. Oui. C'est pas les républicains, ce sont les macronistes qui ont été les gardiens du temple de cette politique qui profite aux citoyens les plus riches de ce pays. Mais Éric Lombard met la flat tax sur la table en disant que ça pourrait passer à 35%. Il met aussi effectivement une contribution qui était dans le budget Barnier, ça aussi sur la table. Donc ce n'est pas... c'est possible tout de même, ça reste tout à fait une question possible. Il est possible que cette déclaration de politique générale qui ressemble à une suite de généralités, plus que de politique générale, franchement, moi j'ai été un peu déçue. Il est possible que finalement ça n'ait pas beaucoup d'importance et que la motion de censure qui sera débattue jeudi, parce qu'elle va être déposée, et qui sera probablement déposée à la fois par la France Insoumise, les communistes et les écologistes, n'est pas de majorité. C'est possible. Donc, on va rentrer dans la discussion du budget. Et c'est là où on va se retrouver dans des grandes difficultés. Et c'est là où, si François Bayrou ne lâche pas des choses tout à fait substantielles et tout à fait précises, et là, il ne pourra pas tourner autour du pot, dire qu'il est néophyte, mélanger ses feuilles et nous raconter la dette depuis François Mitterrand. Donc, ce sera la deuxième phase. Moi, je pense, oui, que c'est la deuxième phase qui va être vraiment compliqué. Donc là, il essaye de gagner du temps. D'ailleurs, il a donné extrêmement peu de détails, extrêmement peu d'indications précises, à part la mission flash, on va mettre le sujet à la Cour des comptes. Oui, voilà. Enfin, tout ça, c'est assez vague. Mais sur le budget lui-même, la construction du budget, est-ce qu'il ne laisse pas efforts... Éric Lombard, justement, s'en occuper? Oui, enfin bon, alors si, alors un discours de politique générale à la veille d'un débat budgétaire, on ne parle pas du tout. Moi, je veux bien. Après tout, ça ne sert peut-être à rien, un discours de politique générale. Il a rappelé que c'était l'urgence, en commençant. Mais voilà, mais on nous a quand même
me dit depuis des jours et des jours, ah mais voilà, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va décoiffer. Ben, ça n'a pas du tout décoiffé. Et on ne peut pas faire une introduction en disant, attendez, la France, c'est le tango fatal qui nous a conduits au bord du précipice. La France n'a jamais été aussi endettée pour n'en tirer zéro conclusion. En même temps, les partenaires sociaux ont l'air d'être peut-être ouverts à la discussion. En tout cas, la CFDT l'est sur la réforme des retraites. Et effectivement, cette commission, c'est une façon de gagner du temps, d'éviter que le siège éjectable où elle est assise soit actionné. Mais la réalité, c'est que c'est la quadrature du cercle en France, parce que vous avez les partis politiques de gauche et du centre qui ne vont jamais accepter une diminution, une restriction des dépenses et qui en demandent davantage. Et les partis plus conservateurs qui vont demander une politique quasiment d'austérité. On ne sait pas trop comment va se situer le Rassemblement national, parce qu'il a quand même une politique, un programme dépensier. Donc, il y a là, et puis on a les agences de notation qui regardent, et l'argent qui manque dans le monde, et qui va peut-être pas venir en France quand vous en aurez besoin. Vous devez lever 329 milliards d'euros cette année, uniquement pour le fonctionnement. Je ne sais pas comment vous allez le faire, là. Éric Coquerel, oui, allez-y. Ce qui est certain, c'est qu'on a effectivement une situation un peu en sursis aujourd'hui, un sentiment de sursis. C'est-à-dire qu'effectivement, il a donné quelques signes de bonne volonté, micro-signes de bonne volonté à l'égard de la gauche, ne serait-ce qu'en discutant et en dialoguant longuement avec eux, ce que n'avait pas vraiment fait Michel Barnier. Ce soir, les socialistes, de ce que j'ai entendu, disent le compte n'y est pas, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'en sortir tout de suite. On est prêt encore à donner du temps au temps et à laisser des chances aux négociations se poursuivre. Donc, on a l'impression que oui, ce soir, on est encore dans le flou parce que on se donne du temps, on laisse du sursis. Est-ce qu'ils n'ont pas plus à perdre, tous, finalement, que le gouvernement saute une nouvelle fois? Il y a déjà eu 4 premiers ministres en 1 an. Je pose la question aux politologues que vous êtes. Est-ce que, en fait, c'est ça, je pense que François Bayrou leur disait en parlant de dette. Et bon, il y a un moment donné, est-ce qu'on peut continuer? Encore une fois, je pense que les socialistes ont intérêt à montrer qu'ils ont une culture de gouvernement et qu'ils sont prêts à faire le nécessaire pour peser et obtenir et arracher des concessions. Mais ils n'ont pas intérêt non plus à apparaître comme des auxiliaires d'Emmanuel Macron qui viendraient à son secours sans rien obtenir en échange. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se retourner vers les électeurs, en particulier le peuple de gauche, sans pouvoir argumenter de voilà ce qu'on a obtenu, voilà à quoi ça sert de voter pour nous. Autrement, ça serait électoralement assez difficile pour eux, je pense. Oui, mais 3 mois de discussion, par exemple, ça peut aboutir à quelque chose, Sylvain Bourmont. Non, mais le calendrier... Parce que si le gouvernement est à nouveau censuré dans moins de 3 mois... Enfin, effectivement, pour nos partenaires européens, franchement, 5 premiers ministres... Le calendrier, il est... D'ailleurs, les Français en ont marre. Il est dicté... de cette instabilité gouvernementale. Mais je crois qu'ils en ont marre aussi que les résultats des élections ne soient pas respectés, parce qu'encore une fois, et ça a été bien rappelé tout à l'heure, la gauche, la coalition de gauche, puisque c'était une coalition qui se présentait comme telle devant les électeurs, est arrivée en tête, minoritaire, mais en tête. Or, cette possibilité n'a pas été tentée à l'Assemblée nationale. Ça reste une possibilité d'ailleurs. On peut imaginer que si Bayrou est censuré, Macron se résolve à nommer enfin une personnalité issue de cette coalition du NFP. Mais franchement, je crois que on peut pas sérieusement, à mon sens, on ne peut pas tenir le discours qui est le discours au cœur du macronisme et qui est repris par Bayrou aujourd'hui, qui consiste à dire il faut qu'une minorité de personnes qui sont raisonnables, qui sont les personnes raisonnables, décident ce qui est bien pour le pays. Parce que ce discours-là, le discours des adultes dans la pièce, le discours des raisonnables, c'est ce qui a produit le vote, aussi bien vers le Rassemblement national que vers LFI. Donc à un moment donné, quand le Parlement est coupé en 3, c'est une majorité dont ce pays a besoin. Et donc, on ne va pas faire semblant, il n'y a pas de majorité. Donc, la façon d'en trouver, c'est de produire de nouvelles élections. Elle n'a pas changé. Donc, est-ce que les Français n'ont pas envie... Ça ne se réglera qu'à travers des nouvelles élections. Je ne vois pas comment c'est solvable autrement, cette question. Est-ce que les Français n'ont pas envie, justement, que les différents partis travaillent ensemble? On a quand même un peu cette impression quand on regarde les sondages. Moi, je ne crois pas du tout. Eh ben, non, vous croyez pas? Moi, je le crois. Je crois que les Français en ont par-dessus la tête et qu'ils trouvent que tout ça, c'est bien gentil de les voir s'engueuler, de les voir... mais que le fait qu'on n'avance pas, qu'on n'ait pas de budget, qu'on est quand même mi-janvier et qu'on se retrouve avec un Premier ministre qui, lui, n'a toujours pas conclu un véritable pacte avec les socialistes qui semblaient vouloir en conclure avec lui, je crois que tout ça a le plus mauvais effet sur la population française.
tous électeurs confondus. Et particulièrement, et je reste bien sur mes positions, particulièrement les électeurs de gauche. Les électeurs de gauche, ils se disent pas, comme Mélenchon, ah mais nous on veut les renverser les uns après les autres, c'est comme un tir au pigeon, jusqu'au moment où on va provoquer des élections présidentielles, une élection présidentielle anticipée. C'est pas du tout leur truc. Leur truc, c'est de dire, on veut vivre dans un pays où les choses marchent, où les choses sont stables, et où on va pas se retrouver petit à petit en difficulté. Parce que là, les difficultés de la première censure, elles apparaissent concrètement. Avant, on était dans la théorie, mais là, elles sont concrètes pour les gens. Ils se rendent compte, et ils se rendent compte que ça ne peut pas durer. Et je pense que Olivier Faure, il est pris entre ces deux feux-là. Le feu de quand même se dire... le secrétaire général du PS, oui. Oui, quand même se dire une deuxième censure, ça serait vraiment de la folie. On n'a pas très envie de le faire, vraiment pas. Mais il ne peut pas accepter ce pacte si on ne lui donne pas du grain à moudre. Et pour l'instant, on ne lui donne pas du tout du grain à moudre. Donc, en fait, c'est François Bayrou lui-même qui se met dans un corner. Il donnerait au Parti socialiste ce qu'il demande, c'est-à-dire une suspension qui n'était déjà plus une abrogation. Je le répète, c'est-à-dire qu'ils en ont quand même rabattu, les socialistes. Je pense que les socialistes auraient du mal à dire « Ah ben non, on n'est pas content ». Ils iraient et on gagnerait effectivement un peu de stabilité. Moi, je pense que c'est une revendication essentielle, vraiment essentielle des Français. Réaction d'Éric Coquerel, tout de suite. C'est un discours qui a été rempli de poncifs, de lieux communs, de grandes promesses, mais sans aucun élément concret. Et par contre, sur les choses sur lesquelles on l'attendait, il n'y a aucune concession. Sur les retraites, c'est ni abrogation ni suspension, c'est une mission flash. Bon, chacun conviendra qu'on est loin de ce qui était exigé. Quant au budget, il a confirmé que... il va y avoir un budget avec beaucoup de baisses de dépenses publiques dès cette année. Il annonce même un budget pour 2026 qui sera un budget de super austérité avec des privatisations. Donc c'est un discours dans lequel il n'y a rien. Et un discours dans lequel il n'y a rien, ça doit nous convaincre encore plus de le censurer. Voilà, donc ils vont censurer, les Insoumis, ça c'est clair. Donc ils parlent de budget d'austérité. On apprend à l'instant que Bayrou d'ailleurs a annoncé que les dépenses de santé allaient augmenter de 3,3% en 2025 au lieu de 2,8% prévus par Michel Barnier. Donc on a un peu plus de dépenses de santé. Est-ce que c'est un budget d'austérité ? C'est une grande demande des Français parce que, vous savez, il y a 15 ans, 20, encore jusqu'à il y a 10 ans, on écrivait sur la France que son système de santé était le plus merveilleux au monde. Quand on voulait faire un papier qui nous faisait du bien, nos journalistes étrangers, on écrivait sur le système de santé français. Tout le monde était émerveillé. Tout le monde vous enviait. Il a bien dégringolé et c'est bien du fait de l'administration aussi et de la gestion de ce service de santé. Donc, il y a peut-être des interrogations à avoir de ce côté-là, mais les Français sont dans une situation aujourd'hui qu'on n'a jamais connue dans ce pays, ne pas avoir d'urgence, de devoir attendre énormément, d'avoir des déserts médicaux, mais vraiment une situation qu'on ne connaît pas. Nous, au Portugal, on ne connaît pas, que d'autres pays en Europe ne connaissent pas. C'est absolument catastrophique. Donc, là, on entendait Coquerel qui parle d'un budget d'austérité. Et c'est ça qu'on vous parlait tout à l'heure. Bayrou, le Premier ministre, n'a pas dit dans son discours quoi que ce soit sur un projet de budget, évidemment, qu'il ne l'a pas dit, parce qu'il attend de le présenter. Ils vont le présenter, je pense, dans 15 jours environ au Parlement. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir. Mais vous savez, ça commence toujours par un petit programme d'austérité. Ça vient un autre 3 mois après, ou 6 mois après, pour un correctif. Et puis, il peut y en avoir jusqu'à 6, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un couperet qui tombe. Et ce sont les marchés qui vont le décider pour vous. Et voilà, ce sont les marchés qui vont le décider pour nous. Vous êtes d'accord, Damien Lecomte ? En tout cas, il y aura cette motion de censure, donc il faut expliquer aux téléspectateurs, est-ce qu'elle peut passer ou pas, cette motion de censure ? Donc, a priori, elle sera votée donc, par les Insoumis, par les écologistes, ils l'ont dit, par les communistes. Pour l'instant, on en est là, ce serait ça ? Oui, c'est-à-dire qu'a priori, il n'y a que la gauche qui la vote, peut-être pas les socialistes. Donc de toute façon, comme on l'a dit, tant que le Rassemblement national ne se joint pas pour voter une motion de censure, le gouvernement ne tombera pas. C'est pour ça que les socialistes ont cette position qui peut s'entendre de dire on veut laisser une chance au gouvernement de faire des pas vers nous pour ne pas se retrouver encore dans la situation d'un gouvernement qui serait dépendant du Rassemblement national, comme l'a été Michel Barnier. Et il y a aussi le fait que je pense que le NFP hors LFI n'avait pas beaucoup apprécié le fait que Jean-Luc Mélenchon revendique le soir des élections l'application intégrale du programme du NFP et uniquement du programme du NFP, parce que du coup, ça a donné un prétexte finalement au centre et à Emmanuel Macron pour dire on ne peut pas travailler avec le NFP puisqu'ils ne sont pas prêts à faire des compromis et un gouvernement NFP ne serait pas prêt à négocier, à travailler. Donc c'est aussi pour ça que
finalement, les socialistes et dans une moindre mesure les écologistes et les communistes ont voulu montrer leur bonne volonté à négocier. Mais ensemble, bon, là, on voit déjà qu'ils sont Exactement. divisés, puisque le Parti socialiste, on ne sait pas trop, mais on sait déjà que les Verts et les communistes voilà, mais toute votent la question, c'est censure. de savoir où placer le curseur. À quel moment on estime qu'on a obtenu suffisamment pour accepter de ne pas Oui, censurer. c'est toute la C'est question. important Manifestement, eux considèrent qu'ils n'ont pas obtenu assez. C'est important de rappeler pourquoi les Verts vont voter la censure. Les Verts vont voter la censure parce qu'il n'a été pas du tout question d'écologie et de la situation dans laquelle se trouve la planète dans ce discours quand même très long. C'est juste ahurissant. J'entends bien que ça fait 40 ans qu'il le prépare, mais enfin, il l'a peut-être préparé dans des conditions où, voilà, il faudrait peut-être le mettre à jour un petit peu plus souvent. On va écouter justement Cyrielle Châtelain de Europe Écologie Les Verts. Au sein du groupe écologiste et social, nous étions atterrés par un discours indigent, qui était flou, qui donnait à la fois des clins d'œil au RN, qui avait tendance à noyer le poisson. Rien n'était clair, rien n'était précis. Donc très concrètement, pour le groupe écologiste et social, tant que ce gouvernement s'obstine, reste sectaire et se refuse de prendre des mesures pour changer la vie des Français, nous le censurons. Censuré, là, Europe Écologie Les Verts. Et on va écouter Boris Vallaud, donc le chef de file du PS à l'Assemblée. C'était à l'Assemblée, il faut le rappeler. Monsieur le Premier ministre, à vous écouter, je dois vous dire que le compte n'y est pas. Où sont vos engagements? Où sont vos compromis? Où sont les avancées que les Françaises et les Français attendent et qu'ils pourront dire de nous? Nous avons été utiles à quelque chose et nous avons servi l'intérêt général et le pays. Aujourd'hui, l'avenir de ce pays, l'avenir politique, institutionnel, est entre vos mains, mesdames et messieurs du bloc central. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs du gouvernement, nous avons pris nos responsabilités, à vous de prendre les vôtres. Virginie Leguet. Ce qu'on peut dire, c'est que François Bayrou, il n'a pas aidé les socialistes à l'aider, quoi. Vraiment, on peut dire, il a donné rien à personne. Et il est resté sur son petit précaré. D'ailleurs, dans la continuité d'Emmanuel Macron et de son bloc central, il n'a absolument pas su prendre de distance. À la limite, Michel Barnier en avait pris plus. Et Michel Barnier avait montré beaucoup plus d'autonomie dans sa façon de gérer son budget, de gérer les éventuels impôts qu'il voulait. François Bayrou, il a semblé tout d'un coup se recroqueviller, rentrer dans le bloc central, défendre une politique extrêmement libérale, et je ne vois pas du tout quelles sont les concessions qu'il a pu donner. Vous dites à quoi ont servi toutes ces discussions qui ont duré des jours? Je pense qu'Éric Lombard, qui a mené quand même l'essentiel de ces discussions, doit se demander si François Bayrou a lu ses propres notes, ou si François Bayrou n'est pas resté simplement en train d'écouter Emmanuel Macron, qui lui a dit « Ah non, on ne va pas revenir sur la réforme des retraites ». Parce que c'était ça la question. Emmanuel Macron, depuis toujours, dit « On ne va pas revenir sur la réforme des retraites ». Mais enfin, quand on en est à une si faible représentation à l'Assemblée nationale, quand on en est à un si faible taux de confiance, Emmanuel Macron, il est entre 18 et 20. Il faut quand même dire les chiffres aussi. Plus bas qu'au moment des Gilets jaunes. Oui, exactement. Donc quand on en est là, il faut bien lâcher quelque chose. Il faut bien trouver des solutions pour travailler avec les autres. Et les autres, ils représentent finalement peu ou prou ce que vous-même vous représentez. Et ça, Emmanuel Macron, il ne semble pas le comprendre. Et François Bayrou, il est dans le déni du réel. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte que, oui, il pourra être censuré dans 3 semaines, un mois et demi, et que hop, c'est reparti. Si c'est ça, très bien, alors jouons ça. Mais en même temps, ok, il lâchait sur le grain à moudre, c'est les retraites. Pour le Parti socialiste. La suspension pour le Parti socialiste. Il lâche là-dessus, admettons. Il a immédiatement le parti de Macron et les Républicains contre lui. Immédiatement, ils l'ont dit. Le bloc central censuré quand même. Ils n'auraient pas censuré, mais ils n'auraient pas censuré. Mais le bloc central cesse d'exister au sein de l'Assemblée nationale. Il pèse pas lourd. Il existe quand même pour l'instant. Donc il cesse d'exister. Il va gouverner avec qui? Avec le Parti socialiste. Ensuite, à l'Assemblée nationale, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que le bloc central aurait voté la censure? Jamais. On ne sait pas. On n'aurait pas voté la censure, mais ils auraient savonné la planche de François Bayrou. Oui, mais au point où on en est, il faut bien y aller, quoi. En tout cas, il est revenu sur la proportionnelle, François Bayrou. On va l'écouter. C'est vraiment... Mon opinion est que le mode de scrutin doit être enraciné dans les territoires et il faut que ne se créent pas plusieurs catégories de citoyens avec des droits différents. Cette adoption du principe proportionnel
pour la représentation du peuple dans nos assemblées nous obligera à reposer en même temps la question de l'exercice simultané d'une responsabilité locale et nationale. Et en parlant du centre, Laurent Wauquiez, tout de suite, s'oppose à la proportionnelle, qui fera donc du désordre politique actuel la règle. Voilà ce qu'il a dit, Damien Lecomte. Donc effectivement, il y a toujours cette problématique de mettre tout le monde ensemble et clairement, ils ne sont pas d'accord. Ce point de la proportionnelle est vraiment intéressant parce que c'est vrai que depuis 2022, on a eu coup sur coup 2 législatures très fragmentées, beaucoup plus que toutes les précédentes sous la Ve République. Et on voit qu'on est sorti de cette forme de présidentialisme majoritaire à laquelle on était habitué en France depuis les années 60, depuis la première motion de censure en 62, qui a donné ensuite, avec la dissolution, qui a donné une majorité absolue au général de Gaulle. On a eu cette habitude de majorité claire et stable. Là, on voit que depuis 2022 et encore plus depuis juin dernier, la vie politique française est peut-être en train d'essayer de se réadapter à une nouvelle situation parce que la tripolarisation de la vie politique, la fragmentation du paysage partisan fait que, même avec le scrutin majoritaire, c'est devenu très difficile d'avoir des majorités claires. C'est vrai que si on proportionnalisait le mode de scrutin, ça aurait l'avantage effectivement d'avoir des assemblées qui seraient bien représentatives du vote des Français, mais c'est vrai aussi que ça rendrait peut-être structurelle cette situation et là, ça obligerait davantage les partis à adopter une nouvelle culture du compromis et de la coalition qui pour l'instant leur fait défaut. Très clairement. Oui, peut-être. En tout cas, le RN, a priori, soutient la proportionnelle, Sylvain Bourmont. Oui, mais alors après, ça dépend quel proportionnel. Mais moi, je voulais remarquer une chose. LR ne la soutient pas, en tout cas. Il n'y a pas que la proportionnelle, au fait. François Bayrou a parlé de la proportionnelle, il a parlé du cumul des mandats, on vient de l'entendre, et il a parlé du financement des partis politiques avec une banque de la vie publique. Oui. En fait, mais je parlais des Gilets jaunes à l'instant, c'est un mouvement qui s'est produit contre la professionnalisation politique à tous les niveaux dans ce pays. Il en a parlé des Gilets jaunes. On a un Premier ministre qui est là depuis 40 ans dans la vie publique, qui fait un discours qui dure 1h30, qui ne parle pas un instant de la crise écologique majeure dans laquelle on est, mais qui en revanche trouve le temps de parler cumul des mandats, financement de la vie politique, changement du mode de scrutin. Proportionnel, c'est quand même un sujet qui est sur la table. C'est atterrant, le spectacle qu'il offre, c'est pas comme ça qu'il va réconcilier les citoyens et les citoyennes françaises avec la politique. La proportionnelle, ça fait partie quand même du débat démocratique en ce moment. Oui, d'accord, mais avant la proportionnelle, moi, il me semble qu'il y a quand même quelques petites urgences. Moi, je veux bien tout. Je veux bien qu'on prévoit 6 mois, 1 an et demi, alors qu'on en est quasiment à la semaine. Mais l'urgence aurait été, malgré tout, je suis désolée de le dire, ça aurait été malgré tout de trouver un compromis avec les socialistes. C'était ça, l'urgence. Vous revenez, en fait, au début. Oui, parce que je suis bête et bornée, mais que c'était bien ça, l'urgence. Si on veut que ce budget passe dans de bonnes conditions et si on veut qu'il n'y ait pas de motion de censure, il faut trouver une clé. Et la clé, c'était décrocher les socialistes du nouveau Fonds populaire. C'est trop tard, là ? J'en sais rien, non, peut-être pas. Non, mais pas trop tard. Juste pour ajouter un mot sur la proportionnelle. J'ajouterai juste une phrase. Parce qu'il y a déjà une motion de censure, c'est la chance de François Bayrou. C'est que je pense que les autres hésiteront à 2 fois avant de voter une seconde motion de censure. Ça, c'est peut-être ma différence avec... C'est un calcul politique, alors. Ça serait... Oui, mais le problème, c'est qu'il joue un peu trop sur ce calcul politique. Oui. Mais que malgré tout, même si c'est vrai, il faut qu'il leur donne suffisamment de grain à moudre pour qu'ils puissent dire « Allez, ok, banco, on top là, il n'y aura pas de motion de censure. » Mais il faut qu'ils aient des gains politiques. Mais comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il n'y a pas de censure par ailleurs si le RN ne la veut pas. Or, la proportionnelle, elle a peut-être cette vocation-là dans l'esprit de François Bayrou, c'est-à-dire qu'on sait que le Rassemblement national aimerait un certain mode de proportionnel, peut-être pas le même que Bayrou, mais en tous les cas, peut-être cherche-t-il là à une sorte de non-censure implicite avec le RN en laissant ouvert la question de la proportionnelle. À force de trop chercher, on n'a rien. Avec le PS, à votre avis, Anna Varroux? Je n'en sais rien pour l'instant, mais ce que je constate, c'est qu'on oublie toujours le Rassemblement national dans toute cette configuration. Tout le monde débat sur ce qui se passe actuellement en France au Parlement français et on ne parle pas du Rassemblement national qui est quand même en soi le premier parti de France. Et qui, effectivement, on pourrait censurer aussi. Enfin, pas en nombre de sièges. Pas en nombre de sièges. Je n'ai pas parlé du premier parti, premier bloc à l'Assemblée nationale. C'est le parti. Oui, le parti, pardon, le groupe. C'est le groupe le plus important de l'Assemblée nationale. Mais c'est la coalition la moins importante. Justement, parce que ce n'est pas une coalition, à lui tout seul, c'est le groupe le plus important de l'Assemblée nationale. Il a dit, donc, pour l'instant, le RN qu'il ne censurerait pas, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Virginie Leguet, Damien Lecomte. Merci, Sylvain Bourmont. Merci à vous, Anna Navarro. Pedro, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez cette émission sur les réseaux sociaux également en podcast. À demain.